Nos compatriotes qui ont été fauchés à la suite de bombardements de Mugunga. Un site vient d'être aménagé sur place à Goma, plus précisément à Kibati, où nos compatriotes prendront demain possession de leur dernière demeure. Cet endroit sera un mémorial pour toutes les victimes de cette guerre. Nous y reviendrons. Le bureau provisoire du Sénat vient d'être installé. Il est présidé par le plus âgé d'entre les sénateurs. Il s'agit de l'homme d'affaires Pascal Kinduelo. Le doyen Pascal Kinduelo, c'est lui le nouveau président du bureau provisoire du Sénat. Il sera secondé des deux Benjamins, Kazadi Kankonde Ivan, 31 ans, qui occupera le poste du rapporteur, et Moïse Ekumbo, 30 ans, va jouer le rôle du questeur. Cette disposition légale issue de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat a été ainsi mise en application lors de l'ouverture de la session extraordinaire consacrant le début de la 4e législature de la 3e République, présidée par le secrétaire général de cette chambre, Jean Mukwala. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, l'allocution du secrétaire général et l'installation du bureau provisoire. Dans son speech, le secrétaire général Jean Mukwala a d'entrée de jeu félicité les heureux élus avant de leur souhaiter plein succès en cette mandature qui marque un nouveau pas dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire sénatoriale de notre pays. Il a en outre rappelé aux sénateurs le défi à relever, à savoir la sécurité intérieure, la pacification et le développement du pays. L'installation du bureau faite, Pascal Kinduelo reçoit le marteau du pouvoir législatif des mains du secrétaire général. Pour sa première adresse à la plénière, le président du bureau provisoire a eu le mot juste pour remercier ses prédécesseurs pour le travail abattu. Avant de suspendre la plénière ayant pris part à cette cérémonie, le président sortant du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, s'est dit satisfait du travail accompli par son bureau avant d'exprimer sa joie quant au déroulement de cette plénière qui s'est tenue 15 jours après la publication des résultats par la CENI. Jusque-là, 24 sénateurs manquent à l'appel en entendant les élections qui seront organisées dans les provinces en proie à l'insécurité, mais aussi dans les entités où les élections ont été annulées. Le Sénat congolais compte donc à ce jour 84 sénateurs. En réaction justement à l'installation de ce bureau provisoire, il y a des sénateurs ont réagi à la suite donc de cette installation. Les sénateurs élus dans diverses provinces sont arrivés aujourd'hui 14 mai 2024 au Palais du Peuple, siège du Parlement. Pour certains, c'est la première fois de découvrir leur lieu de travail à l'occasion de la plénière inaugurale qui installe le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Parmi les élus, l'honorable José Kalalawa Kalala du Kasaï oriental qui s'est fait accompagner de sa famille politique. Je suis heureux d'avoir entendu le discours du président du bureau provisoire, l'estimé aîné Kinduelo Pascal, lorsqu'il a reconnu le travail qui a été fait par ses prédécesseurs et aussi par l'administration du Sénat. Vous avez vu comment les sénateurs ont été très bien accueillis et tout s'est bien passé. Je crois que c'est le fruit du travail que nous avons abattu avec toute l'équipe ainsi que tous les sénateurs et les administratifs. Nous pensons que nous allons faire le travail que nous avons promis à nos élus. Donc surtout travailler pour le Congo. Lorsqu'on est élu sénateur, on est sénateur pour le Congo, mais on vient quand même d'une province. Donc on va faire l'accent sur les problèmes du peuple kassaïen. Je ne peux que d'abord dire merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis que ces jours arrivent, que nous nous retrouvons avec de grandes responsabilités dans la Chambre haute du Parlement. Alors, deuxièmement, je dis aussi merci à tous mes électeurs qui m'ont élu, les grands électeurs, qui m'ont donné la charge de venir parler tout haut pour l'ensemble de la nation et particulièrement pour la province du Kasaï central. L'Assemblée nationale a clos hier lundi le dépôt des candidatures à différents postes du bureau définitif. Retour sur la dernière journée du dépôt des candidatures au Palais du Peuple. On s'y attendait de moins. Plusieurs candidats aux différents postes ont déposé lundi leur dossier des candidatures au bureau d'appoint mis en place dans la salle des banquets du Palais du Peuple.
L'élu de Butembo et ministre d'État sortant de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi a aussi déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il a été conduit par les députés nationaux de la plateforme politique Alliance des acteurs attachés au peuple, membres de l'Union sacrée. Nous demandons par respect à l'intervention de l'autorité morale de notre famille politique à tous nos collègues députés de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue de Nord Kivu qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous a fait par nos adversaires, nos ennemis. Il maîtrise bien la situation de la sous-région. Pour Lambert Mende Omalanga, cette démarche fait la beauté de la démocratie imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président a remis de l'ordre politique. C'est dans ce sens-là que nous amenons la candidature pour le compte de la troisième force politique de la majorité président Tshisekedi, l'honorable Mbusa Nyamwisi, qui représente pas seulement le peuple AAP et ses mosaïques, mais l'ensemble de la majorité. L'élection et l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale auront lieu le samedi 18 mai prochain. La liste présentée par l'Union sacrée aux différents postes de l'Assemblée nationale suscite de réactions à sens divers et divise l'opinion. Certains estiment que ce n'est pas normal que certaines personnalités de cette plateforme choisissent leurs proches pour accéder à des postes. D'autres, par contre, estiment que ce choix est dicté par la méritocratie. Micro-trottoir de Mireille Ndeke. 13 mai 2024, dernier jour pour le dépôt des candidatures aux 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les regards des Congolais sont fixés vers la chambre basse du Parlement. Les avis de la population restent partagés sur les tickets présentés par les présidiums de l'Union sacrée. Si vous regardez la composition de tous ces tickets qu'on propose, en réalité, ce sont les 6 membres du présidium qui sont servis. Et chacun a positionné ce qu'il veut. Si on peut accepter malgré nous que d'autres reviennent, mais néanmoins, il y en a qui devaient avoir honte. Si ces membres-là de la famille ont été votés par la population et que dans leur parcours, ils ont eu à faire les études, ils n'ont pas triché et qu'ils sont là. Moi, je ne trouve pas le mal. Ça dépend de la capacité intellectuelle d'une personne à une autre. Ce qui est important, c'est les résultats et non les noms. Sur cette poste, seulement celui du questeur adjointe réservé à la femme. Plusieurs d'entre elles, regroupées au sein des partis politiques, estiment que le gender n'est pas totalement pris en compte. Bon, personnellement, je suis dans les regrets de voir que les femmes qui sont sorties députées n'ont pas eu le courage de postuler. Peut-être qu'il y a eu un choix où il y a eu un quota qu'on a dit que les femmes ne doivent pas postuler. Mais j'estime s'il n'y a pas une décision par là, les femmes doivent postuler et occuper. Parce qu'il y a des femmes qui ont des têtes bien faites. Donc je pense qu'elles devaient entrer dans le jeu. Les Congolais aspirent à un lendemain meilleur. Ils appellent à cette nouvelle configuration au respect de l'éthique pour un bon fonctionnement du bureau définitif pour amener les chefs de l'État à réussir son deuxième mandat. C'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Vous connaissez aussi la santé de notre pays. Sans le budget, le pays ne peut pas fonctionner. Comme tout citoyen, nous sommes un peu gênés par la lenteur et la lieu où vont les choses, dans la mesure où on ne peut pas, plus de 5 mois après la présence du serment du chef de l'État, qu'on n'est pas un gouvernement. C'est aux représentants du peuple de faire leur choix, de voir la personne qui peut bien conduire l'Assemblée nationale. Ici est de noter que c'est le 18 mai prochain que le scrutin aura lieu. C'est finalement demain, mercredi 15 mai 2024, qu'interviendra l'inhumation de nos compatriotes qui ont été fauchés par le bombardement de Bunguga. La délégation gouvernementale sur place a inspecté ce mémorial. Reste prévu pour ce mercredi 15 mai 2024. Précision faite ce mardi 14 mai par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella, en mission de compassion dans la ville de Goma. C'était à l'issue d'une inspection des caveaux effectuée ce jour par toute la délégation venue de Kinshasa pour rendre les hommages dignes à ces victimes de l'agression rwandaise. Le Rwanda a commis un crime de guerre et les Rwandais
en commençant par son président, ils doivent être traités tels quels comme des criminels de guerre. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à des populations civiles ou à des biens civils, même pendant la guerre. Cela est clairement stigmatisé dans les statuts de Rome. Il y a aussi les sites de mémoire qui sont prévus. Et parmi ces sites de mémoire, il y a les cimetières que nous appellerons désormais les cimetières du Génocauste. Il y en a ici maintenant, il y en aura à Kibati, à Goma, au Nord Kivu, mais il y en aura partout ailleurs parce que nous ne pouvons pas oublier les morts de Kishiché. Nous ne pouvons pas oublier les morts de Kakobola. Peu avant, cette délégation s'était rendue sur le lieu du drame pour compatir et réconforter cette population en détresse. À cette occasion, le représentant de Pygmée déplacé a lu un mot adressé au gouvernement congolais et à la communauté internationale. Patrick Nyamatomoa. Le régime du Rwanda ne cesse de tromper ses alliés, les Blancs et certaines puissances du monde pour justifier son agression en RDC à travers le M23 Bardiar. Il a exprimé le soutien du peuple pygmée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à son gouvernement pour les efforts consentis pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici est de signaler que l'enfant Grâce de 8 mois dont la mère a trouvé la mort a été visité par cette délégation au centre d'hébergement Source de Vie situé au quartier Lac-Vert sur avenue Sesselka en commune de Goma. Le porte-parole du gouvernement vient justement d'arriver ce soir à Goma, à sa descente d'avion à l'aéroport international de Goma. Patrick Mouyaya a fait la déclaration suivante. Ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp des déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Mes collègues de droits humains et de la solidarité et des affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que demain, c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été fauchés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membre du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et donc demain, nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ces compatriotes qui sont fauchés parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils. En Ituri, pendant ces temps, il y a eu l'arrestation d'une cinquantaine des éléments ADF et leurs complices. Au total, 53 malfrats et 7 éléments indisciplinés de FARDC sont tombés dans les filets des services de sécurité et de défense en Ituri sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. Cette moisson est le fruit du démantèlement du réseau terroriste ADF après des opérations de bouclage. Bonjour, vous avez autorisé à ce qu'on puisse faire des opérations de démantèlement de réseau ADF au niveau de Komanda. Nous avons monté des opérations au niveau des secteurs opérationnels et nous avons fait le démantèlement des réseaux de ravitaillement et de recrutement de 9 personnes. Luboyankashama a encouragé les forces de sécurité et de défense. Vous avez fait un grand travail. Vous savez, au-delà d'arrêter les malfaiteurs, le bouclage sert aussi d'une dissuasion. Il faudrait que ces populations se rendent compte que nous ne dormons pas. À tout moment, nous sommes présents et à tout moment, nous traquons tous ces criminels. Et cela va continuer pour qu'effectivement, cette ville soit vraiment débarrassée de tous ces grands bandits. Les militaires complices arrêtés dans ces groupes de malfrats vont subir la rigueur de la loi, a martelé les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. Un panel d'experts condamne et dénonce l'exploitation de minerais de la RDC au travers de cette guerre qui sévit dans l'Est. C'est la déclaration faite ce matin par ces experts à Kinshasa, Rodé Panda.
C'est clairement établi, noir sur blanc et sans démenti, la guerre qui ravage l'Est de la RDC est une guerre économique. C'est une grosse machine mise en place par le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale pour piller les richesses du Congo. Les récents contrats entre l'Union européenne et le Rwanda en est un exemple éloquent. À cela s'ajoutent plusieurs millions de morts enregistrés depuis des décennies, hommes, femmes et enfants. Le panel des experts, une structure de la société civile, s'est penché sur la question. Après analyse minutieuse, bien documentée, ces défenseurs des droits socio-économiques et de l'ensemble des Congolais dénoncent avec la dernière énergie cette exploitation et commerce illicite des minerais de la RDC. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la RDC est le théâtre de guerres à répétition, lesquelles, sans aucun doute, sont motivées par l'accès aux minéraux dans cette partie du territoire national ayant des répercussions graves sur les violations massives des droits de l'homme, viols, tueries, massacres. Tous ces mécanismes souffrent du non-respect de leur applicabilité sur le terrain par certaines parties prenantes, tel est le cas qui sévit dans le territoire de Massissi, plus particulièrement à Rubaya, où, en dépit du retrait du permis d'exploitation 4731 par l'arrêté ministériel numéro 0022D /CAB/MIN/01/2023 du 14 juin 2023, une exploitation minière artisanale illicite continue à s'y réaliser en violation des normes reconnues mondialement. Les organisations et acteurs de la société civile recommandent ce qui suit au gouvernement de la RDC de ne ménager aucun effort pour user de tous les mécanismes juridiques internationaux et régionaux en vue de recouvrer ses droits face à cette injustice criante dont notre pays souffre. Cette déclaration commune de la société civile, panel des experts, a été faite dans la salle du Collège Boboto ce mardi 14 mai 2024 à l'issue réflexions et échanges bien fournis. La question des réfugiés centrafricains en RDC est au cœur de réflexions sur la mise en place d'un comité national d'appui à leurs solutions. Ouverture de l'atelier de lancement du comité technique national de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine. Plus de 211 000 réfugiés centrafricains sont en République démocratique du Congo. Les pays voisins de la République centrafricaine ont décidé de faire une approche régionale dans la gestion des réfugiés centrafricains conformément à la déclaration de Yaoundé du 27 avril 2022. Les représentants adjoints en charge de la protection du HCR, Parcom Gomé, définit le cadre institutionnel de ces assises. Sa loi portant statut de réfugié, la loi 021/2002, portant statut de réfugié en République démocratique du Congo, fixe les responsabilités du gouvernement dans la gestion, la protection, l'assistance, mais également la recherche des solutions durables pour ces populations réfugiées. Eric Mukandila, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, a donné la motivation de la République démocratique du Congo dans la protection des réfugiés centrafricains. Nous séparons les réfugiés qui sont des civils par rapport aux réfugiés qui seraient issus de groupes armés. Ainsi, la gestion des réfugiés se fera de manière efficiente. Les acteurs de la société civile africaine se concertent à Nairobi pour réfléchir sur le fonctionnement de leur organisation. Organisé à Nairobi, au Kenya, à l'Office national des Nations unies, le 5 mai dernier, en présence de plusieurs personnalités, notamment le président kenyan William Ruto et aussi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Le Congo a été représenté par Diarcy Ngimbi Kinkela qui, pour cette circonstance, a lâché un mot. C'est parmi les exercices que les Nations Unies ont l'habitude de faire en moins une année, où
où on parle de l'avenir de l'humanité en général. Alors nous étant jeunes leaders qui aimons aussi participer au développement du monde, nous avons estimé bon de prendre part à cette activité qui a l'air très fructueuse pour nous. Et on a parlé de la sécurité, de la protection de l'écosystème, le climat, l'environnement, la malnutrition. Pour nous les Congolais, quand on parle de la paix, ça ne peut que nous intéresser. Chapeau bas à notre cher président de la République qui est en train de se battre pour que la paix puisse retrouver la partie Est. Je pense qu'avec ce dynamisme qu'il a adopté, dans peu de temps, on pourra parler de la paix au Congo. Signalons que le prochain sommet aura lieu le 22 au 23 septembre au siège des États-Unis à New York. Kinshasa et Brazzaville réfléchissent autour de la gestion des écosystèmes marins transfrontaliers et des ressources halieutiques. Amina Kaïsavera. C'est dans le but de s'assurer de la sécurité des passagers et équipages ainsi que de la mise en œuvre des mesures visant la sécurité aérienne que la délégation du Comité national des sûretés de l'aviation civile, la République démocratique du Congo, a effectué cette visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili. Ici, tout a été passé au peigne fin. Les explications détaillées ont été fournies à cette délégation des Saint-Sac, conduite par son président national. Actuellement utilisé par des avions légers, l'aéroport national d'Ndolo a également été visité par le président national du Saint-Sac, qui accompagné des hauts cadres et cadres de ses services publics. Ici encore, rien n'a été oublié. C'est donc dans une ambiance conviviale que s'est déroulé les échanges fructueux avec les responsables de l'aéroport d'Ndolo. Donc nous voulons nous acquérir fonctionnement de la sûreté dans des aéroports de la République. Enfin, nous allons compiler ces données, chercher à les traiter pour pouvoir proposer les modèles de sûreté aux standards internationaux. Et très prochainement, nous allons poursuivre dans des aéroports et aérodromes de l'intérêt du pays. Le Comité national, la sûreté, l'aviation civile de la RDC vise à maintenir la sûreté des exploitants nationaux et étrangers assurant des services sur toute l'étendue de la RDC, ainsi que celle des aéroports et aérodromes civils de la République démocratique du Congo, utilisés par des vols nationaux et internationaux. C'était là la visite du Comité national de sûreté de l'aviation civile dans les deux aéroports que compte la ville de Kinshasa. Ce comité voulait se rassurer des conditions de sûreté à l'aéroport international de Ndjili et à l'aéroport de Ndolo. C'était un reportage de Serge Mata. Les habitants de l'UPN et de ma campagne, ainsi que de la commune de Galema, éprouvent ces derniers temps de sérieuses difficultés pour atteindre le centre-ville de Kinshasa du fait de la fermeture de l'avenue Ngouma. Pierre Kibambe Somoïsa, qui a fait un tour sur ce chantier, nous rassure de la réouverture imminente de l'avenue Ngouma. Vers la fin de longues files de véhicules sur l'avenue Ngouma, dans la commune de Galema, tout porte à les croire au regard de l'évolution des travaux sur cette artère principale après la visite d'inspection effectuée le 24 avril dernier par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondant aux cris de la population, particulièrement des usagers de l'avenue Ngouma qui déploraient la lenteur de travaux sur cet axe routier. Le chef de l'État est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de la situation et donner des instructions précises pour l'exécution du chantier dans les meilleurs délais. Il s'est agi d'un véritable coup d'accélérateur donné aux travaux de l'avenue Ngouma. Nuit et jour, les ouvriers et ingénieurs des sociétés de construction sont à pied d'œuvre. Nasepilaki d'abord pour la visite du président Nabiso Fachi Beton, l'olenga alikaki na Ngouma précisément na Montfléry. Avant qu'il y ait misala pinza elalaki makasi. Mais tant que ye moko aye koleka musala pinza efungwama ki misali bana kosalema malamu. Mais ngasko en tant que Congolais, moi elo mususu na linga kina lobela boye côté mokonzi mboka. Parce que lelo misala o ezo salema ezaka pour na avantage ya président de la République. Eza avantage na biso peuple congolais. Mais lo ezo salanga pasike lelo pour route principale to misala ni suppoye salema fo nanu présence ya président fo aya nanu conscience epa na biso ba congolais o biso tozozo ba mbongo po to sala misala ya ba régie des eaux to sala misala ya ba prince
est-ce que ekozala te porque toyeba ke tozobongisa mboka na biso. tozopesa merci mingi ndenge tomonaki atamboli na Avenue Nguma yango lelo kala te ezosila bazofongola yango totikala na nzela ya biso ya beton ya seko na siko. Au niveau de l'entrée du quartier Montfleury, une zone marécageuse a nécessité des travaux en profondeur pour stabiliser le sol et bétonner la chaussée. Les travaux vont s'achever dans une semaine, ont rassuré les ingénieurs. Vers les autres points chauds, Allée Verte, Saint-Luc, des ambassades et Palais de Marbre, les travaux sont quasiment au stade de finition. L'autorité de régulation de la sous-traitance veut donner l'opportunité de marché aux sous-traitants remplissant les critères. Joël Makela nous en dit plus. Ça va bien, vous allez bien. Je crois avec un échange technique avec l'équipe de RSP de façon très efficace et nous aurons très bientôt une bonne conclusion et Huawei se comporte selon la conclusion et aussi conformé à la loi de sous-traitance dans ce pays. Oui, nous sommes prêts d'accompagner à l'autorité de la RDC. Déjà, il y a eu un moratoire depuis l'année passée dans les télécoms qu'on avait donné, je crois, de 60 jours à toutes les sociétés sous-traitantes non éligibles pour pouvoir se conformer. Et d'ailleurs, c'était la toute première décision, c'était dans les télécoms. Après la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, mais aujourd'hui, on n'est plus à 60 jours. C'était depuis l'année passée. Nous allons vers presque 10 mois. Ce qui fait que les sociétés qui ne se sont pas conformées à la loi sur la sous-traitance, tous les contrats seront nuls, sans condition et avec effet immédiat. Parce que le délai est largement dépassé. Et ceux-là qui ne veulent pas travailler en partenariat avec le Congolais pour développer la chaîne des valeurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de loi sans des mesures contraignantes. Et nous allons maintenant les contraindre à pouvoir être en ordre. Et la meilleure façon de les contraindre, nous allons appliquer l'article 28 qui nous donne le pouvoir de sanctionner. Et cela doit servir d'exemple aux autres que le Congo de Félix Tshisekedi veut développer l'entrepreneuriat dans le pays. D'ici là, nous allons publier les sociétés éligibles dont nous avons dans notre base de données. Nous allons les disponibiliser à Huawei et d'e-forme. Mais il est très important de développer ces entrepreneurs dans les secteurs de la technologie parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a ceux-là qui ont tendance de voir que la sous-traitance, ce n'est que dans les mines. Non, la sous-traitance, c'est dans tous les secteurs de l'activité économique nationale, raison pour laquelle il est important de développer tous les secteurs. Et d'ici là, vous allez voir la publication qui sera faite pour les entrepreneurs dans les secteurs de la technologie. Après les élections du 20 décembre, la plupart des candidats élus rentrent à la base pour exprimer leur gratitude aux électeurs. C'est le cas de M. Liaou Jean-Pierre, député élu de Bumba, qui est retourné congratuler sa base pour son élection. C'est à 15h30 que l'avion amenant à son bord l'honorable Jean-Pierre Liaou a atterri à l'aérodrome de Bumba où la population en furie avait effectué le déplacement pour réserver un accueil délirant à celui qu'ils ont réélu à la députation nationale. L'honorable Jean-Pierre Liaou a eu droit à un bain de foule, ses électeurs en ébullition. Tous veulent communier avec le député national Jean-Pierre Liaou, élu pour une seconde législature à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale de Bumba. Avec un peu plus de 26 000 voix, Jean-Pierre Liaou figure dans le cercle de 20 meilleurs élus de la République. Reconnaissant, l'élu de Bumba a témoigné sa gratitude à ses électeurs et aux députés provinciaux pour son élection comme sénateur de la province de la Mongala. leki bana nyonso ya Bumba na mayele te kasi bana Bumba na ntango oyo boye baponi ngai massivement mpe nazala molobeli na bango na Kisasa. L'honorable Jean-Pierre Liaou a martelé sur le sens de responsabilité qui doit caractériser chaque autorité de la province pour relever le défi. Nazali parmi ma oyo bazali kobanza te kozala élu kozala nommé y compris par mokonzi ya mboka ezali solo nde alobi lokumu
to honneur, mais ezali d'abord avant tout une charge. Mokuma et Jean-Pierre Liao a prêché l'unité des fils et filles de la province de la Mongala derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le développement à la base. Les différents partenaires au processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle réfléchissent sur les voies et moyens devant mobiliser les ressources pour arriver justement à cette couverture de santé universelle. Les soins de santé primaire et la couverture santé universelle en RDC sont des programmes du gouvernement qui visent une prise en charge de santé dans de bonnes conditions et à un prix très réduit. Pour sa mise en œuvre effective, toutes les parties prenantes et des partenaires financiers discutent dans un forum national sur les financements de la santé et couverture santé universelle. Ouvert ce mardi 14 mai 2024 à Pullman Hotel, ces travaux de 4 jours vont définir le moyen à mettre en place. Les soins de santé primaire, c'est une politique qui vient du bas vers le haut. Nous allons nous focaliser d'abord sur des investissements qui visent la population à la base, bien sûr au niveau des zones de santé, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux généraux de référence, et enfin monter au niveau des hôpitaux provinciaux et autres. Outre l'opérationnalisation, ces forums nationaux visent également un impact positif sur la qualité de soins. Qui dit santé universelle, couverture santé universelle dit toute personne qui vit dans ces pays, partout où il se trouve, qu'elle ne puisse pas avoir des difficultés pour accéder aux soins, aux services de qualité, et pour que cela ne puisse pas aussi l'amener à la ruine totale. Organisé par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS, ce programme du gouvernement est une vision engagée et claire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de la population. Redonner du sourire aux orphelins, c'est le geste de l'ambassadrice de personnes vivant avec le VIH-Sida à l'endroit des orphelins. C'est à la faveur de la journée mondiale qui leur est dédiée. Cette journée mondiale donc était célébrée aujourd'hui, la journée mondiale des orphelins. Suivez ce reportage. La journée mondiale des orphelins du sida était l'occasion pour la coordinatrice des jeunes éclairés contre le sida, Paulette Lokonya-Sefou, ambassadrice de personnes vivant avec le VIH-Sida, de montrer aux orphelins du sida leur place dans la société. Au cours d'une journée de partage, l'excellence de vulnérable Paulette Lokonya-Sefou a indiqué que les orphelins du sida ne doivent pas être victimes de marginalisation. Il y a des enfants affectés et infectés. Cela nous a motivés pour que ces enfants sont souvent oubliés. C'est ainsi que nous jugeons bon de passer cette journée ensemble avec les enfants pour échanger et leur montrer leur place dans la communauté. La rapporteure adjointe des CNDH n'est pas allée main vide dans sa gibecière un lot important d'habits, babouches, ballons et nourriture afin de redonner espoir, courage et sourire aux victimes du sida, parfois abandonnées et vivent dans des conditions inhumaines qui leur rendent vulnérables. Une journée organisée sous le thème « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur une bonne voie pour mettre fin au sida ». Les partenaires présents à cette activité ont salué l'initiative. Nous allons rester dans le domaine de santé, toujours avec la couverture santé universelle, cette fois-ci à Goma avec Edith Chala. Ce travail de dialogue social que nous avons entamé dans le cadre de la couverture santé universelle, en collaboration bien sûr avec le Fonds de promotion de la santé, a été un succès. Parce que nous avons pu réunir les différentes couches de la société, en commençant bien sûr par les personnes qui travaillent dans l'économie informelle, en passant par les syndicats. Et nous avons même eu à discuter avec les législateurs au niveau de la province de Kinshasa. Nous avons pu avoir des expériences du Congo central avec les acteurs de l'économie informelle. Et aujourd'hui, nous terminons avec le secrétaire général des administrations publiques. Et nous avons donc pu récolter beaucoup de contributions positives qui vont nous permettre de faire avancer l'agenda du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo, en termes de couverture santé universelle, avec la participation de tous.
Alors, cette démarche est en cours. Bien sûr, il y a une étude de ce qu'on appelle une étude actuarielle. Dans le monde assurantiel, il y a certaines études qui doivent être mises en place, dont l'étude actuarielle. Et pour qu'on puisse la compléter, nous avons besoin de certaines données que nous allons obtenir du ministère du Budget. Cela va nous permettre de déterminer le pourcentage en termes d'abord de contributions que nous devons avoir de la part des employeurs et des travailleurs. Mais quant à la quotité, bien sûr, c'est un dialogue qui est en cours, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des employeurs et des travailleurs. Et pour ce qui est, par exemple, du secteur privé, il y aura l'organisation très prochaine d'un Conseil national du travail qui va permettre que ce dialogue puisse continuer et ainsi que nous puissions nous mettre d'accord sur la quantité. Mais en attendant, il y a des mesures transitoires parce qu'il faut que nous puissions commencer avec une contribution et ces mesures transitoires ont été discutées et je pense qu'un consensus a été trouvé lors des discussions que nous avons eues ensemble. Un meeting dit de vérité, c'est à l'Union des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Après sa désignation en tant que présidente nationale intérimaire, Mme Mireille Massangou s'est adressée pour la première fois à la Fédération du Kinshasa. Vous suivrez cette activité en page spéciale à la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.